Je vous avais promis un petit cours d'approfondissement sur Bourdieu. On va essayer de quand même de faire en sorte que ça serve au sujet. Alors, je vais commencer par la notion de champ social. En fait, dans l'expression champ social, il faut prendre au sérieux la notion de champ, qui vient en fait de la physique. Qu'est-ce que c'est qu'un champ dans le domaine de la physique? Un champ, c'est un espace dans lequel euh, généralement c'est un phénomène magnétique. Un phénomène magnétique crée une attraction ou une répulsion. Enfin, quand je dis que c'est magnétique, c'est pas forcément le cas. Par exemple, le champ gravitationnel d'une planète, c'est l'espace où la masse d'une planète va attirer des corps célestes. Donc, quel sens donner à la notion de champ social pour Bourdieu? Le champ social, c'est un domaine conflictuel où euh, des normes, oui, c'est un sociologue. Mais c'est un espace conflictuel, c'est ça? Oui, alors pour Bourdieu, le champ social, c'est un espace conflictuel où un conflit entre des normes, en fait, va provoquer des phénomènes d'attraction ou de répulsion. Donc typiquement, ce sont des domaines qui concernent notre vie sociale, notre vie culturelle, des domaines où des conflits de valeurs vont s'exprimer. Et ces conflits vont vous positionner, en fait, dans le champ social. Typiquement sur l'école, sur les médias, sur l'art, sur l'économie, sur la politique. Même sur le langage, on peut penser à l'écriture inclusive. Ce sont des champs de bataille en fait. Il y a aussi cette notion-là, il y a aussi cette idée-là dans l'idée de champ social. Et en fait, ce conflit de valeurs va structurer de manière systématique votre comportement, vos préférences, et c'est ce que ce système de comportement et de préférence, c'est ce que Bourdieu va appeler l'habitus. L'habitus, c'est précisément l'organisation systématique de votre comportement, organisation dont vous n'avez pas forcément conscience. Lilou, dites-moi. Oui, vos préférences et votre comportement. Donc, l'habitus, on pourrait dire que c'est un style de vie, mais ce style, en fait, correspond à des structures qui sont profondément ancrées dans des logiques sociales. Oui.
dans un certain type enfin, dans des logiques sociales. Alors, je vais essayer d'être caricatural en fait pour que vous compreniez bien. En fait, pour Bourdieu, c'est une erreur de prendre les jugements de goût de manière individuelle, séparés les uns des autres. Il faut comprendre plutôt qu'il y a un système des jugements de goût. De la même manière qu'il va y avoir un système de vos préférences politiques, une cohérence de vos comportements politiques. Même si vous ne la voyez pas, en fait, elle est bel et bien là. Oui. Oui. Bah non, justement. Ce que dit Bourdieu, c'est que votre identité individuelle, en fait, elle est structurée par des logiques sociales qui vous échappent, qui vous dépassent. Et même si vous avez l'impression d'avoir un style qui est très personnel, en fait, votre habitus, il est quand même en grande partie déterminé socialement. Ouais. Mm. Ouais, voilà. Oh, bah, alors ça, c'est déjà déterminé idéologiquement et socialement, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle depuis les années 80, là, je cite, musique du monde, hein. Vous allez au rayon Fnac, au rayon musique du monde de la Fnac et vous voyez à peu près ce que c'est. Et en fait, c'est le style comme absence de style. C'est l'adhésion à justement un projet multiculturel, etc. Typiquement, toutes les horreurs que j'ai dû me fader quand j'étais petit, du genre Manu Chao, si vous voulez, rock hispano-berbère, des trucs, si vous voulez, c'est une sorte de gloubi-boulga de style amalgamé. Et en fait, ça correspondait très très bien à ce que Manu Chao est socialement, c'est-à-dire au fond un enfant d'Erasmus. Euh, C'est-à-dire un type qui est habitué à voilà, prendre des bières un peu partout dans le monde et qui veut se donner une bonne conscience politique, écologique, etc. C'est totalement, si vous voulez, quand on a l'impression d'échapper à un style en particulier, en fait, notre habitus nous rattrape. C'est un habitus, si vous voulez. Quand on a l'impression d'avoir une aberration dans son comportement, dans ses préférences, euh, typiquement, je ne sais pas, moi, un grand bourgeois comme Léon Blum, socialiste, et qui va défendre pourtant la colonisation, tout ça s'explique par un habitus, va nous dire Bourdieu. Il y a une cohérence profonde qui s'explique par des structures sociales profondes de nos comportements. Mais donc, la thèse de Bourdieu, c'est qu'on ne peut pas dire, ah, tiens, j'aime justement, j'aime j'aime le tennis et le cinéma de Wong Kar-wai. Tout ça est lié, tout ça est relié. Tout a un lien, tout notre comportement est structuré, en fait, par des structures sociales profondes. Ouais, Nicolas. C'est exactement ça. C'est Citizen of the World, si vous voulez. Donc ça donne BHL et Manu Chao, ou Jacques Attali. Et en fait, il y a une cohérence. Il y a une cohérence d'habitus entre le mouvement, la mouvance altermondialiste, si vous voulez, et le néolibéralisme d'un Attali ou d'un BHL. C'est que c'est l'idéologie no border, si vous voulez. Donc, et ça, et sur certains sujets, en revanche, il va y avoir des conflits de valeurs. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Mais l'idée, en fait, la grande idée de Bourdieu, ici, c'est de considérer effectivement que quand bien même nous croirions nous définir singulièrement
par nos goûts. Nos goûts sont pour une très faible part personnels. Ils sont en grande partie structurés, cristallisés par notre milieu social. Typiquement, moi, hein, j'appartiens plutôt au milieu de la bonne bourgeoisie parisienne. Et j'ai bien conscience que mes goûts pour la culture classique sont en grande partie déterminés socialement. J'ai une aberration dans mon comportement culturel, c'est que je suis un énorme fan de Star Wars, mais ça aussi, ça s'explique socialement et culturellement. C'est-à-dire que mon père a été légèrement délaissé dans son éducation par ses parents, et donc ce qu'il faisait, c'est que dès qu'il avait un petit peu d'argent de poche, il allait voir ce qu'il y avait au cinéma. Et donc tous les goûts, tous les mauvais goûts que j'ai, c'est mon père. C'est mon père. Okay, et mon père, c'est la génération entre deux eaux, si vous voulez, après les boomers et avant les cadras d'aujourd'hui, qui ont découvert Star Wars, qui ont découvert la mondialisation, etc. etc. Et j'ai aussi ces goûts-là. C'est ça l'habitus, si vous voulez. L'habitus, c'est ce qui permet d'expliquer aussi des incohérences dans le comportement. Okay. Alors, on va commencer la première partie du cours, après cette parenthèse sur Bourdieu. Donc Grantin, faut que je retrouve mon... Ouais, bah voilà, tiens, voilà. Hop, la culture est-elle ce qui définit l'humanité? Grand A, problème. La culture modifie-t-elle la nature humaine? La culture modifie-t-elle la nature humaine? Normalement, vous avez tous les titres et les intertitres, ainsi que les textes sur le corpus. Alors, ce que je vous propose de faire, là, dans le temps qui nous reste, c'est de lire le texte de Rousseau. Je vais vous donner 4 questions qui seront vraiment des questions d'explication de texte et d'y répondre éventuellement pour la semaine prochaine en vous disant peut-être que je me suis foiré à l'explication de texte et donc je pourrais saisir cette opportunité pour voilà, essayer de sauver les meubles. Oui, oui, vous pouvez venir, merci. Donc c'est un texte tiré de la préface au discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Rousseau. Alors, quelques notes sur le texte. Deuxième ligne, Rousseau parle de l'inscription du temple de Delphes. De quoi parle-t-il? Alors, pour les... Qui est-ce que j'avais en HLP l'année dernière? Nada. Ok, Nadier plutôt. Donc, l'inscription du temple de Delphes, à quoi Rousseau fait-il ici référence? Il fait référence donc au temple de la cité grecque de Delphes, qui abritait un culte à Apollon, dieu de la sagesse et des arts. Et ce temple était célèbre pour sa prêtresse qui s'appelait la Pythie, P-Y-T-H-I-E, et la Pythie délivrait des oracles. Alors manifestement, c'est l'institution religieuse la plus ancienne de Grèce, puisque la Pythie est une figure mythologique. Elle est impliquée par exemple dans le destin d'Édipe, mais c'est aussi une figure historique, au sens où, par exemple, pendant la guerre du Péloponnèse, il me semble que c'est
pardon, pas pendant la guerre du Péloponnèse, pendant la deuxième guerre médique, donc contre l'Empire perse, le stratège Thémistocle, le stratège athénien Thémistocle va demander à la Pythie comment gérer la marine perse et protéger Athènes. Je vous avais aussi parlé du roi Lycurgue qui avait consulté l'oracle de la Pythie pour savoir quelle était la meilleure constitution pour Sparte, etc., etc. Et donc, j'en arrive à ce point précis, sur une des colonnes du temple de Delphes, il y a gravé une phrase énigmatique qui est « Connais-toi toi-même ». Connais-toi toi-même. Cette phrase, elle est particulièrement célèbre parce que Socrate va en faire, en tout cas dans les dialogues de Platon, Socrate va en faire sa devise. Connais-toi toi-même, cela signifie pour Socrate, connais ton propre caractère, connais tes propres passions, tes propres penchants, pour pouvoir les maîtriser et ainsi devenir véritablement vertueux et libre. Connais-toi toi-même donc pour Socrate, cela veut dire ça. Donc vous verrez que pour Rousseau, ça veut dire un petit peu autre chose. Ok, la sonnerie tous. Autre référence à la mythologie, alors plutôt là, effectivement à la mythologie, semblable à la statue de Glaucus, c'est un peu après la moitié du premier paragraphe, qu'est-ce que c'est que cette histoire de statue de Glaucus? Là, ça fait référence à un texte de Platon qui est la République. La statue de Glaucus, Glaucus est un dieu marin mineur. Okay, c'est un petit dieu marin. Vous savez que les Grecs ont un panthéon absolument démentiel. Un dieu mineur de la mer qui va lorgner d'un peu trop près sur une des nymphes de Poséidon. La grande partie de la mythologie, quand même, ce sont des histoires de fesses. Et Poséidon, pour le punir, va transformer la chair de Glaucus en pierre. Et comme c'est un dieu marin, en fait, sa chair va se charger progressivement de corail, je sais pas moi, de tous les crustacés auxquels vous pouvez penser, et son visage, la forme de son corps va être érodé par le courant et le ressac des vagues, si bien qu'à la fin, on discerne à peu près la forme d'un corps humain, mais plus du tout tel qu'il était à l'origine. Donc voilà, c'était à peu près les deux points on va dire de culture générale qu'il fallait avoir pour bien comprendre le texte. Donc je vous laisse lire le texte et je vous donne 4 questions. Primo, vous pouvez noter ça directement sous le texte éventuellement. Première question. Expliquer l'analogie, justement, entre l'être humain et la statue de Glaucus. Oui. C'est une comparaison entre deux rapports. Voilà, c'est ce qui en fait permet de saisir. C'est une image par laquelle on saisit bien une réalité en passant justement par le recours à l'image. De Glaucus, entre l'être humain et la statue de Glaucus. Expliquer l'analogie entre l'être humain et la statue de Glaucus. Deuxièmement, quel problème pose le progrès à une science de l'homme? Troisièmement, expliquer le sens de la critique
expliquer le sens de la critique que Rousseau fait des gros livres des moralistes, expliquer le sens de la critique que Rousseau fait des, je cite, gros livres des moralistes. Les moralistes, ce sont ceux qui étudient le comportement humain. Ce pas forcément ceux qui donnent des leçons de morale, certainement pas dans le contexte du XVIIIe siècle. Les moralistes, ce sont ceux qui étudient le caractère de l'homme. Bah non, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de sociologie. Mais en revanche, il est certain que Rousseau est peut-être l'un des pères. En tout cas, Rousseau va être une référence constante chez les sociologues de la fin du 19e et du début du 20e siècle, en particulier chez Lévi-Strauss. C'est pas le père de l'anthropologie, mais pas loin. En fait. Le père de la sociologie, on pourrait dire que c'est quand même plutôt Tocqueville. Ouais. De la démocratie en Amérique et l'Ancien Régime et la Révolution, ce sont vraiment des œuvres euh, qui posent les jalons de la sociologie. On dit que le premier sociologue, c'est Durkheim en France, mais il y a quand même des ancêtres. Bah, typiquement, Marx faisait de la sociologie avant Durkheim, très clairement. Et 4, pardon, expliquer pourquoi chercher l'origine de l'inégalité sociale, expliquer pourquoi chercher l'origine de l'inégalité sociale, conduit Rousseau à s'interroger sur la nature humaine. Expliquer l'origine de l'inégalité sociale conduit Rousseau à s'interroger sur la nature humaine. Donc, je vous laisse lire le texte tranquillement. L'objectif, ça sera pour les élèves qui se sentent capables de répondre à ces questions ou qui sentent leur intérêt pressant et immédiat d'y répondre pour essayer de booster un petit peu leurs notes, de se signaler avant la fin de l'heure pour dire moi je prends la question 1, moi je prends la question 2, moi je prends la question 3, moi je prends la question 4. Okay. Ah non, 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 si vous devez tout faire, non, mais chacun d'entre vous doit tout faire, c'est sûr, mais j'aimerais bien savoir qui voudrait prendre quoi avant la fin de l'heure. Antoine, Hélène, une. La question 2 pour Antoine, Hélène, une. Roméo, 3, 4. C'est bon, vous faites l'impasse. Quelqu'un d'autre peut-être on verra. Mais ce que je voudrais, c'est qu'il y ait une distribution équitable des 4 questions pour d'ici la fin de l'heure. Oui. Bah, préparez votre réponse à l'écrit et ensuite vous passerez à l'oral. Milou, qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu.